La deuxième présentation, donc, ça concerne le projet démo de l'Axe 1. C'est présenté par Séverine Paris-Palacio de l'équipe CBio de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Donc, Séverine va nous présenter le développement de biomarqueurs subcellulaires liés au métabolisme énergétique chez la moule zébrée. Donc, vous avez 15 minutes. Je vous laisse la parole. On ne vous entend pas. C'est bon là? Oui. OK. Donc, je vais vous parler du bilan du projet démo qui traitait de développement de biomarqueurs subcellulaires liés au métabolisme énergétique chez la moule zébrée. Alors, j'arrive pas à passer les... j'arrive pas à... Je ne sais pas si Perrine, tu as la main sur les présentations. Non, on n'a pas la main maintenant que le partage a été fait. Par contre, il faut cliquer peut-être sur le pad. Enfin, il y a différentes... c'est pas que D'habitude, ça marche. Hein. J'ai fait ça 100 fois. Alors, je veux bien essayer, mais je ne vais pas pouvoir... Oh, ça marche, mais avec beaucoup de retard apparemment. Voilà, alors, du coup, ça m'a fait perdre mon fil, mais je le reprends. Donc, face à la dégradation de la qualité sanitaire des milieux aquatiques, il est important de disposer d'éléments, d'outils de biosurveillance. Parmi ces outils, les réponses des animaux aquatiques peuvent constituer des biomarqueurs pertinents puisqu'ils vont intégrer par leur modification toutes les perturbations du milieu. Et donc, en suivant l'état de santé des animaux aquatiques, eh bien, on peut avoir un reflet des dégradations globales dans le temps et en général de toutes les perturbations présentées par leur milieu de vie, donc le milieu aquatique. Dans ce cadre, le programme DEMO s'est intéressé à approfondir l'étude du métabolisme énergétique en développant une approche ultrastructurale très performante de façon à pouvoir figer dans les cellules les contenus de ces cellules et des tissus et donc de pouvoir ensuite les analyser au niveau élémentaire pour savoir la composition des tissus à l'échelle subcellulaire. Donc le but était d'approfondir la connaissance des mitochondries en réalisant des dosages à différents niveaux dans les cellules de façon à essayer de mettre en relation l'aspect structural des mitochondries et leur contenu ionique. Alors pourquoi les mitochondries? Eh bien tout simplement parce que ce sont les organites principaux de la production d'énergie dans les cellules. Elles participent aussi à l'homéostasie des glucides et des lipides ou du calcium et du fer. C'est aussi un lieu important pour le métabolisme de phase 1 qui va permettre de dégrader des déchets cellulaires, mais aussi de nombreux xénobiotiques comme toutes sortes de polluants. Les mitochondries sont aussi impliquées dans la synthèse, par exemple, de stéroïdes et elles sont liées au déclenchement de phénomènes d'apoptose, mais aussi de nécrose ou de lyse. Donc, les mitochondries sont considérées comme des organites intégrateurs de la vie des cellules et ce sont un peu des chefs d'orchestre de la vie de ces cellules. La fonction des mitochondries, comme de toutes les organites, sont fortement liées à leur structure. Et donc, en observant la structure des mitochondries et la quantité de mitochondries, on peut avoir une idée du niveau d'activité de la cellule. Donc, dans ce cadre, nous sommes en relation avec mon unité de recherche CBio et la plateforme de microscopie PICT. Nous avons voulu développer un protocole cytologique permettant de respecter au mieux les tissus. Pour cela, nous nous sommes orientés vers de nouvelles techniques de cryofixation haute pression qui permettent de vraiment congeler les tissus sans avoir aucune cristallisation, c'est-à-dire de les vitrifier de la façon la plus parfaite possible, ce qui permet donc de localiser, de maintenir les éléments ioniques, par exemple, à l'intérieur des cellules ou des organites dans leur localisation native. Grâce au matériel de la plateforme PIC en microscopie électronique, nous pouvons utiliser des sondes qui permettent de doser par spectrométrie de dispersion d'énergie des photons X ou par perte d'énergie d'électrons les éléments
à l'échelle subcellulaire. Donc, la première étape du projet démo a été de mettre au point ces techniques qui sont nouvelles grâce à l'achat d'un nouveau cryofixateur Leica Microsystem. Donc, il a fallu mettre au point la méthode de prélèvement, tester différents cryoprotectants, utiliser la nouvelle machine et optimiser son utilisation, réaliser des coupes. Alors là, c'est Laurence Wortmann qui s'est attelée à cette tâche compliquée de couper des tout petits cristaux à l'échelle inférieure au micromètre, et puis de réaliser les observations et de tester le dosage des éléments. Donc, ce que nous avons obtenu, c'est que par chance, assez rapidement, les protocoles qu'on avait envisagés se sont révélés pertinents et nous avons pu obtenir une très bonne résolution en cytologie. Donc, vous pouvez voir ici quelques images du type de celles que l'on a pu obtenir. Alors, ce qui est important de noter, c'est que dans les méthodes classiques, on va utiliser des produits fixateurs liquides. Ensuite, on va fixer les tissus dans de la résine. Puis, on va devoir les colorer pour les observer. Donc, avec toutes ces méthodes, il y a des déplacements de liquides et de produits qui se font dans les tissus, ce qui va altérer la structure et modifier la composition. Ici, les images que vous voyez, c'est des échantillons qui ont été cryofixés et coupés. Et grâce à la précision, à la puissance du microscope électronique, on n'a besoin d'aucun colorant, d'aucun contrastant pour obtenir cette bonne visibilité des échantillons. Donc là, vous avez vraiment que la matière qui était à la base dans l'échantillon qui est visible. Donc, grâce au protocole que nous avons réalisé, nous avons obtenu un rendu cytologique de haute qualité avec très peu de cristallisation, voire pas du tout sur les dernières manips que nous avons réalisées, et un très bon rendu au niveau des observations. Pour la sonde de mesure, eh bien, nous avons pu voir que la taille de la sonde était adaptée à ce que nous voulions faire. Vous voyez ici que l'on a la zone verte, c'est la zone qui est mesurée. Donc, nous avons pu réaliser des mesures à l'intérieur même des mitochondries. On en a fait aussi, bien sûr, à côté, ailleurs, pour comparer. Mais on est capable, grâce à cette méthode, par exemple, de réaliser plusieurs mesures dans une même mitochondrie, de cibler précisément l'intérieur des mitochondries et de pouvoir ainsi avoir leur contenu en éléments. Donc, on va obtenir des spectres qui correspondent au nombre de coups émis par les atomes détectés dans la zone et on traduit ça ensuite en pourcentage d'éléments mesurés dans chaque zone. On va pouvoir ainsi corréler les éléments mesurés, le pourcentage de chaque élément, avec, par exemple, l'état des mitochondries. Par exemple, ici, une mitochondrie en bon état qu'on va pouvoir comparer à des mitochondries dégradées ou altérées. Le but étant de savoir si il y a d'abord des modifications du contenu des mitochondries avant des modifications ultrastructurales, ou est-ce que si c'est l'inverse, si c'est seulement dans des mitochondries ouvertes qu'on va avoir une grande modification de leur contenu. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore répondu à la question, mais on a eu plein de réponses sur plein d'autres éléments. Donc, on a validé la cryofixation. On a pu voir que nos mesures étaient fiables en testant sur des zones proches. On a vu que la méthode permettait d'avoir une bonne répétabilité des mesures, que la zone de mesure était adaptée, que la sensibilité était bonne. Par contre, on a rencontré un petit problème de contamination en quelque sorte par le fait que les grilles qui portent les échantillons et le microscope en lui-même va relarguer quelques atomes qui vont perturber la méthode. Donc, on est obligé de faire un blanc à côté de la zone pour soustraire ce bruit. Pour l'instant, on n'a de plus pas réussi à obtenir de calibration et donc on a seulement des résultats semi-quantitatifs en travaillant avec des compositions par pourcentage d'éléments détectés. Donc, ce point sera amélioré pour pouvoir approfondir l'étude de nos résultats. Donc, une fois que la méthode a été obtenue, nous avons voulu accumuler des résultats et essayer de mettre en relation l'état des mitochondries avec l'état des organismes. Pour cela, pour plus d'efficacité et disposer d'une grande gamme de résultats en plus des résultats structuraux, nous nous sommes adossés à 2 programmes de recherche. Donc, le programme Méandre, porté par Élise David de CBio et qui a permis de réaliser la thèse de Fanny Louis,
Ça nous a permis d'étudier les réponses du métabolisme énergétique de la dressène en fonction de la saison, de la période de reproduction, de la température en exposant les animaux à un stress thermique et en couplant ou non avec une contamination par une exposition au cadmium. Nous nous sommes aussi rapprochés du travail de Claudia Cosio dans sa chaire Aquasur et avec la thèse de Clément Baratange. On a pu ainsi analyser des échantillons qui étaient aussi mesurés par des approches ohmiques et pour lesquels on avait de nombreux éléments sur un grand nombre de biomarqueurs avec des animaux exposés au mercure, au méthylmercure et à la carbamazépine, seuls ou en mélange. Alors là, vu le temps imparti, je ne peux pas vous décrire tous les intervenants et tous les éléments qui étaient mesurés chez ces animaux en parallèle de nos études de mitochondrie. Donc, j'ai choisi juste quelques éléments. Donc déjà, globalement, sur ces deux projets, on a pu vérifier et renforcer la validation du protocole mis au point pour la cryofixation et pour les mesures. On a obtenu en effet une très bonne qualité d'analyse cytologique. On a pu observer toute une gamme de types d'ultrastructures mitochondriales avec des mitochondries saines présentant des crêtes bien définies, une forme tout à fait habituelle. Parfois, on a pu révéler la présence de corps mitochondriaux discrets chez les témoins ou très volumineux chez les perturbés, on verra ça après. Des déformations des mitochondries. Ici, vous voyez une mitochondrie tout à fait pléiomorphe, avec des zones où il y a des crêtes altérées et parfois détruites, comme ici par exemple aussi. Et puis, dans certains cas, on avait beaucoup de mitochondries très altérées, ouvertes, donc qui perdent leur différence de densité par rapport au reste de la cellule, ou alors avec toutes les crêtes qui ont été détruites. Donc ces perturbations révèlent une perte de fonctionnalité partielle ou alors totale dans les cas les plus aigus de la fonctionnalité des mitochondries, ce qui bien sûr va impacter la capacité métabolique des cellules. Dans le cadre du travail en fonction des saisons, eh bien, nous avons pu voir que chez des dressènes exposés à un stress thermique et au cadmium, eh bien, on avait plus de différence entre des animaux en hiver et en repos sexuel que des animaux au printemps en plein boom reproductif. Donc, la saison peut avoir un effet beaucoup plus important qu'une contamination. Donc, c'est ce qui peut constituer donc, des facteurs confondants qui sont importants de comprendre. Au niveau des atteintes mitochondriales, eh bien, on a trouvé un résultat tout à fait concordant avec des mitochondries plutôt en bon état et des dressènes qui toléraient assez bien le stress thermique ou l'exposition au cadmium lorsqu'on était en hiver, alors qu'au printemps, eh bien, on va avoir des niveaux de pathologie beaucoup plus élevés. Donc, ça nous montre que les dressènes, bon ça, ce n'était pas une nouvelle, hein, ces moules d'eau douce sont connus pour être assez résistants au stress. Ce sont des animaux plutôt envahissants qui ont tendance à se répandre même dans des milieux un peu contaminés. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'elles arrivent à supporter une exposition au cadmium ou des variations thermiques même brutales. Par contre, on a vu que lorsqu'on avait un cumul de stress, eh bien, elles commencent à avoir des atteintes nettes des mitochondries et un déclenchement d'un catabolisme mitochondrial que nous souhaitons approfondir par la suite. Nous avons vu aussi que les altérations étaient plus fréquentes et plus aiguës en été, et cela est probablement en relation avec un épuisement reproductif qui va donc aller en s'accroissant, puisque si l'animal, à cause de son épuisement, a les mitochondries qui sont très fortement altérées, eh bien, ça diminue sa capacité métabolique, ce qui fait qu'il aura encore moins de capacité à gérer les dépenses énergétiques qui découlent de la reproduction ou des stress qu'on lui applique. Donc, dans le cadre de ce programme, nous avons accumulé de nombreux spectres, de nombreuses données sur les contenus des mitochondries en bon état et plus ou moins altérés ou vraiment très impactés. Ça nous fait une banque d'analyse qui est en cours d'étude, ce qui est assez compliqué puisque, eh bien, on manque de données et d'études comparables pour pouvoir avoir des éléments de comparaison et de réflexion. Donc, tout ça est en cours d'étude. Dans le cadre de la thèse de Clément Baratange, eh bien, on a pu voir de façon assez concordante avec les résultats précédents que eh bien, les moules, elles sont tout à fait, elles réagissent, oups, maintenant ça passe tout seul, ça ne voulait pas passer tout à l'heure, voilà.
Les moules, elles réagissent assez peu à une exposition à la carbamazépine seule. C'est un médicament qu'on retrouve comme contaminant dans les milieux d'eau douce, la carbamazépine. Même chose avec du méthylmercure, on va avoir assez peu d'impact d'une exposition au méthylmercure. Par contre, lorsque l'on a la carbamazépine plus le méthylmercure, on voit ici que tout s'allume. Donc là, ce que je vous montre, c'est des niveaux de métabolites, le profil de métabolites dans les tissus mous de la moule. Et donc, on voit là qu'il y a une flambée d'augmentation de glycine, glycérol, etc. Dans ces moules. De façon concordante, on a pu observer que si les témoins présentaient une très bonne ultrastructure sans anomalie notable, chez les animaux exposés au méthylmercure, on avait de fortes atteintes du réticulum endoplasmique granulaire qui était dilaté et avec presque plus de ribosomes, des mitochondries très déformées, très atteintes, et avec surtout tous les gros points blancs que vous voyez ici, ce sont des corps mitochondriaux très importants, nombreux et gros, alors que chez les témoins, on a en général pas de corps mitochondriaux, parfois quelques rares petits corps discrets. Donc on observe que lors de l'exposition au méthylmercure, les moules présentent une perte de fonctionnalité cellulaire avec des atteintes des noyaux, des membranes, quelles qu'elles soient, et surtout des mitochondries qui montrent un effet toxique important du méthylmercure. Séverine, il faudrait penser à conclure, on a déjà dépassé le timing. Désolée. Donc, on voit que chez les animaux exposés au méthylmercure ou au mélange, on a de fortes atteintes mitochondriales et en particulier, on révèle une augmentation, un développement très important des corps mitochondriaux. Donc, bilan du programme démo, on a obtenu une méthode qui marche, qui nous permet donc d'aller plus loin et d'analyser de façon assez pertinente la structure des organites, des cellules et leur composition. On a pu voir que l'état du chondriome était bien corrélé avec les niveaux de stress révélés par les organismes et donner une bonne corrélation aussi avec les autres biomarqueurs. Donc, on dispose maintenant d'un outil performant et pertinent pour étudier ces réponses du métabolisme énergétique et plus en particulier du chondriome. L'analyse des teneurs élémentaires obtenues est en cours. On a pu, dans un premier temps, déjà révéler que les corps mitochondriaux étaient très riches en calcium et nous sommes en train d'essayer d'approfondir cette donnée. Donc, il y a de nombreuses perspectives à ce travail et je vous remercie de votre attention. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci Séverine pour cette présentation claire et pour ce travail important. Donc, on va directement passer aux questions. Là, il y a Stéphane Doré qui a une question. Comment expliquer l'effet d'altération mitochondriale au cadmium supérieur en novembre, hors période d'été et de reproduction? Alors, le cadmium, c'est un toxique, on sait qu'il se lie sur les membranes. Là, le résultat que je vous ai montré, c'est un résultat en pourcentage de mitochondries altérées et je n'ai pas mis, faute de temps, le côté quantitatif, faute de temps, mais aussi parce que c'est assez compliqué de quantifier les mitochondries. Et donc, en hiver, on peut obtenir un taux assez élevé on voit pas mal de mitochondries altérées, mais l'impact sur les cellules est aussi assez important et on pense que c'est parce que ces cellules qui sont au repos sexuel, elles ont beaucoup moins d'organites à la base, elles avaient beaucoup moins de réticulum endoplasmique et de mitochondries. Et donc, on pense que l'effet du cadmium se cible plus sur les organites qui sont présentes. Alors qu'au printemps, à la base, les cellules étaient en état d'activité assez intense. Donc, on avait beaucoup plus d'organites, beaucoup plus de mitochondries. Et donc, au total, même s'il y a énormément de mitochondries atteintes, il en reste plus, il en reste quand même qui sont saines. Alors, c'est peut-être contradictoire ce que je dis, mais il y a un peu un effet tampon de la quantité et de l'activité des cellules au printemps.
Et puis au final, quand les stress s'accumulent, même en période de reproduction, il y a un effondrement de tout ça et on passe dans une phase où on a des atteintes beaucoup plus aiguës. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais poser une question encore, moi. En fait, là, vous avez parlé un peu des moules. Je ne sais pas, la durée de vie des moules, c'est combien? Et est-ce que vous avez remarqué il y a un impact sur ces des moules de 2, 3, 4 mois ou de 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Oui, alors c'est une question qu'on me pose parfois et elle est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Parce que on peut voir des durées d'âge assez variées dans les moules, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelques moules assez âgés quand on essaye de dater les moules. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à l'âge des moules zébrés. Donc, il n'y a pas beaucoup de données sur la durée de vie. Et les moules zébrées, elles ont quand même pas mal de prédateurs qui les consomment. Et surtout, elles ont de fortes mortalités au printemps pendant la reproduction. C'est-à-dire que même en milieu naturel assez sain, il y a beaucoup de moules qui meurent, qui dégénèrent, qui finissent par mourir au moment de la reproduction. Et donc, on trouve quelques individus rares qui dépassent 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais la majorité des moules, elles sont, quand on les prélève, il y a les jeunes moules qui viennent, qui ne sont pas encore matures, puis on a des moules qui ont fait une reproduction ou 2 reproductions, mais pas beaucoup plus. Donc, la durée de vie optimale, c'est dur à dire. Donc, nous, on essaye toujours de se baser sur des animaux qui soient assez grands pour faire nos expériences et qui soient en période, enfin, qui soient reproducteurs si on veut pouvoir s'intéresser à la reproduction, mais qui sont vraiment dans la fleur de l'âge, donc disons entre 1 et 2 ans. Et pour cela, tout simplement, on les mesure et on les pèse pour avoir une gamme de taille concordante, pour ne pas travailler avec des animaux particuliers, hors gamme, beaucoup plus âgés ou sénescents. Voilà. Merci.